Et le chamanisme m'a ramené sur Terre, aussi au contact des peuplades, aussi au contact de la nature, bien évidemment, qui est, comme je le dis toujours, c'est le grand référentiel de la nature. Et c'est un peuple qui vit vraiment avec ses propres coutumes, sa propre manière de faire, assez préservée, et qui a une spiritualité absolument époustouflante à travers un cactus sacré qui est le peyote. Alors je pense qu'on peut retrouver ça chez nous, je pense qu'on a accès à ça, je pense que c'est inscrit dans notre ADN, je pense que nos ancêtres aussi avaient des chamans dans leur structure sociale. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de chamanisme, mais pas n'importe quel chamanisme, pas le chamanisme New Age, un peu à la mode aujourd'hui, le vrai, celui qui vient d'Amazonie. On va aussi le mettre en lien avec une autre spiritualité, le bouddhisme. Et pour vous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir d'être avec Laurent Huguely. Bonjour Laurent. Bonjour Florent, merci pour votre invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Laurent, tu viens de sortir un livre en 2 tomes. Voilà, tu étais d'abord très connu pour le livre Mère, qui a été un très très gros succès. Et plus récemment, tu as sorti ce double ouvrage, Amour, Force et Lumière. Un premier qui est plutôt consacré au chamanisme et un deuxième qui va plutôt du côté de l'Inde et du bouddhisme. On va voir ensemble un peu pourquoi voilà, tu abordes ces deux approches. Peut-être pour te présenter en quelques mots, tu as vécu dans différents pays du monde, notamment en Amérique du Sud. Je crois que tu as passé 2 ans au Mexique, 1 an au Pérou, presque 2 ans aussi au Costa Rica. Tu as rencontré différents peuples racines, les Shipibo, les Mazatèques, les Huichols aussi. Les Tzeltal. Voilà. Tu as vécu auprès d'eux, tu as reçu des enseignements très précieux, très anciens aussi avec eux. Peut-être pour commencer, parce qu'on va venir assez vite sur le terrain du chamanisme, mais c'est d'abord le bouddhisme qui t'intéresse et tu pars vivre 1 année en Inde. Oui, parce qu'au départ, tout a commencé à l'université lorsque j'étais étudiant. À l'âge de 20 ans, plus ou moins, à l'université de Neuchâtel. J'étais étudiant en philosophie, enfin étudiant en lettres, philosophie, français, histoire de l'art. Et j'avais un prof à l'époque qui était un spécialiste de Schopenhauer et de Nietzsche. Et en fait, j'étais passionné par ces auteurs et je crois que c'est ce prof-là qui m'a ouvert la porte de l'Orient parce que ce sont ces auteurs allemands qui ont été les premiers à parler de bouddhisme et à offrir une vision, disons, à l'occidental de ce que peut apporter le bouddhisme ou également une critique parfois très intéressante du bouddhisme. Et je me suis petit à petit plongé dans les textes du bouddhisme et j'ai rencontré également le yoga. Ce qui fait que ma vie, petit à petit, s'est indianisée, jusqu'au jour où j'ai décidé effectivement d'aller sur place et de passer 1 année. Alors cette année, j'ai passé plusieurs mois dans un ashram. C'était à Rishikesh, c'est au pied de l'Himalaya, au bord du Gange. J'ai appris le yoga là-bas. J'ai fait une formation de prof de yoga également. J'ai médité, j'ai pratiqué Vipassana également en Inde. Je suis allé à la source du Gange, enfin tout un voyage assez riche, avec beaucoup de péripéties également. Et en revenant de ce voyage, ma vie a en quelque sorte été bouleversée, transformée, notamment par le fait que le voyage s'est terminé par un accident que je raconte dans la plupart de mes livres. C'est un petit peu un événement récurrent dans mon œuvre, c'est que je me suis fait mordre par un singe à l'épaule gauche. C'était le 1er janvier 2003. C'était à Varanasi, donc la ville sainte de l'Inde. Et cet événement m'a en quelque sorte obligé à revenir d'urgence en Suisse parce que la morsure de singe était problématique et on ne savait pas si le singe avait la rage et j'ai dû me faire ausculter, j'ai vécu une période assez compliquée parce que la rage, c'est une maladie qui est indétectable, indépistable et on n'est pas vraiment sûr d'en mourir ou pas. Donc, retour en Suisse et à partir de là, j'ai décidé de vraiment continuer ma pratique, de continuer le yoga. Donc, j'ai commencé par enseigner au tout départ le yoga et ensuite la méditation petit à petit. Et je me suis intéressé au bouddhisme et le chamanisme est entré dans ma vie assez naturellement ensuite. Je reviens sur cet incident, cette morsure de singe. Dans ton livre, je crois que c'est dans le premier volume, tu joues d'ailleurs avec le mot rage de vivre aussi. Comment, aujourd'hui, avec le recul, tu vois cet incident? C'était un moment un peu charnière quand même dans ta vie, je crois.
C'était un moment charnière et aujourd'hui encore, plus de 20 ans plus tard, donc ça fait 23 ans à l'heure où nous parlons, je suis encore en train de le débriefer, hein, cet événement, donc c'est pas terminé. Je vais encore en parler, je pense, dans un prochain livre, parce qu'il y a tellement, quand il se passe un événement inattendu comme ça, assez violent, il y a tellement de couches de compréhension et de couches d'interprétation qui viennent petit à petit. Voilà. Et en fait, cet événement, à l'époque, l'effet que ça m'a fait, c'est que ça m'a obligé à reconsidérer ma vie et le fait que j'étais peut-être parti dans une forme d'extrémisme spirituel, c'est ce que je raconte dans le tome 1 d'Amour, Force et Lumière, c'est-à-dire que j'étais devenu complètement imprégné par l'Inde, complètement, on va dire, dans une forme d'ascétisme aussi, voilà, avec une tendance vraiment au renoncement. Je dirais, voilà, si je devais dire les choses vraiment d'une manière très spirituelle, il y avait comme des mémoires en moi qui se souvenaient d'un aspect très renonçant. Et en fait, ce n'était pas du tout adapté à la vie que je vivais en ce moment, voilà, dans le présent. Donc l'Inde m'a en quelque sorte ramené sur Terre, le singe m'a ramené en Suisse. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver justement un équilibre entre cette attirance pour ces traditions qui sont très orientées renoncement. Le yoga, voilà, le brahmanisme, le bouddhisme, c'est vraiment des traditions d'une forme d'épuration, en fait, à la fois physique, psychique, spirituelle. Mais je pense que le chamanisme ensuite, qui est revenu en quelque sorte dans ma vie, qui m'a happé comme ça, m'a permis de trouver un équilibre en fait entre cet aspect très oriental et très indianisant et le fait qu'on a quand même une vie à vivre et on a quand même la rage de vivre. On a quand même voilà, des choses à faire sur cette planète. On a quand même voilà, une sorte de mission, chacune de nous, chacun de nous. Et en fait, ce savoureux mélange entre renoncement venant d'Asie et plutôt un attachement à la vie qui vient du chamanisme et qui vient de l'interaction avec le vivant, bah, ça donne quelque chose, je pense, à la fin d'assez équilibré. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Tu parles beaucoup, hein, quand tu évoques le chamanisme, du corps aussi, des sensations. Enfin, c'est quelque chose de plus ancré dans la matière par rapport à ce que tu as vécu en Inde. Alors, le yoga est également ancré dans la D'accord. matière et le bouddhisme historique que j'enseigne, donc Vipassana, c'est une pratique qui est très orientée sur les sensations corporelles, voilà, et cette pratique, elle a ensuite vraiment influencé ma manière d'aborder le chamanisme également. Mais le problème de ces traditions, c'est pas vraiment le rapport au corps, c'est plutôt l'idéologie, en fait. C'est plutôt l'aspect mental ou l'aspect croyance ou l'aspect des intentions. Quelles sont les intentions derrière notre pratique spirituelle? Et dans ces traditions qui sont très anciennes, que ce soit le yoga ou que ce soit le bouddhisme, les intentions à la base sont vraiment de l'ordre et c'est là qu'on en revient à Nietzsche et à Schopenhauer, c'est de l'ordre du renoncement. C'est-à-dire qu'on essaie de s'extirper de la vie. C'est comme si c'était engrammé, programmé dans ces traditions. Et c'est ce qu'avaient critiqué justement ces philosophes à l'époque, en disant que c'est une forme aussi de nihilisme, c'est une forme de rejet de la matière. Et je pense, et c'est là que ça devient intéressant, qu'en étudiant vraiment les textes de l'époque, on se rend compte que ces idéologies ou ces espèces de fondamentalismes sont des illusions, parce que le Bouddha n'a jamais prôné un détachement complet, et le yoga, c'est aussi une philosophie de la vie. Donc tout l'aspect, en fait, extrémiste, j'ai dû peut-être passer par cet extrême pour bien comprendre, en fait, qu'on peut aussi dévoyer ces traditions, qu'on peut aussi, à travers l'idéologie ou à travers le dogme, en faire des choses qui sont contraires, en fait, à la vie. Et le chamanisme m'a ramené sur Terre, aussi au contact des peuplades, aussi au contact de la nature, bien évidemment, qui est, comme je le dis toujours, c'est le grand référentiel de la nature. Et en fait, ça donne un équilibre in fine qui est intéressant. Voilà, entre des traditions qui sont plutôt des traditions de purification de l'esprit, comme le bouddhisme, des traditions qui sont plutôt liées au vivant, comme le chamanisme. Donc, tous les mondes, en fait, où toutes les approches finissent par se combiner, et c'est ce que je trouve intéressant. Alors justement, tu es parti en Amérique du Sud, dans plusieurs pays dans lesquels tu as vécu, vraiment au contact direct de certains peuples. Comment ça s'est passé la première fois que tu es arrivé dans des villages peuples racines et que tu as commencé à partager leur quotidien? Alors, ma toute première expérience, c'était avant l'Inde.
et également à l'époque où j'étais étudiant encore. C'était en l'an 2000 et je suis parti au Mexique. Voilà, à l'époque, c'était la guerre civile entre le gouvernement mexicain et les zapatistes. Donc les zapatistes, c'était une armée de rebelles qui venait en fait du terroir indigène dans le sud du Mexique. Et j'ai été en fait soutenir les zapatistes. Donc grâce à un ami qui était très impliqué politiquement, voilà, qui était déjà parti faire une mission, j'ai réussi à avoir mon ticket en fait pour accéder en fait à l'armée de libération zapatiste. Donc je suis parti au Mexique tout seul à l'âge de 24 ans, si mes calculs sont exacts, et ça a été mon premier grand voyage en solitaire. Un voyage durant lequel j'ai connu aussi le trac et la peur, parce que c'était dans le cadre d'un conflit armé. Et moi, j'étais en quelque sorte bouclier humain. Donc, il y a des associations sur place qui préservaient en fait les peuplades, et la présence d'Occidentaux empêchait les paramilitaires et l'armée mexicaine de venir faire des massacres ou voilà, de l'expropriation de terrain, etc. Donc, ma première expérience sur le terrain, ça a été une expérience dans un contexte très spécial. Et je me suis retrouvé dans un village au fin fond de la selva, au sud du Mexique, chez les Tzeltal. Et les Tzeltal, en fait, ce sont les Mayas. Donc, c'est une peuplade qui vient des Mayas directement. Et étonnamment, alors que c'était la guerre civile tout autour, dans ce village au fin fond de la forêt, il y avait une paix incroyable. Et j'ai vécu avec ces gens. J'ai partagé leur quotidien en tant qu'observateur des droits de l'homme. Et ça a été une expérience bouleversante, bien sûr. Et ensuite, ça m'a donné envie de m'intéresser justement à ces traditions. Je me souviens notamment d'une procession dans le village. Un jour, il y avait un mariage et tout le village s'est rassemblé avec des tambours. C'est la première fois que je voyais des tambours chamaniques, en fait, traditionnels, en contexte. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, tout le village tournait en rond autour de la place avec les tambours et les enfants. Et moi, en tant qu'étranger, on était à l'extérieur à regarder, en fait, à être spectateur. Et au retour de cet autre voyage, donc c'était avant l'Inde, j'ai également été bouleversé. Donc il y a eu ce voyage au Mexique, plutôt chamanique, et ensuite il y a eu le voyage en Inde avec la morsure du singe. Et les deux ont fini par former voilà, une sorte quelque chose de cohérent. Et ensuite, il y a eu d'autres voyages au Mexique. Ça, donc, quelques années plus tard, tu retournes au Mexique pour y vivre 2 ans, sauf erreur, et tu vas vivre auprès des Huichols, c'est ça? Alors, j'y ai pas vécu 2 ans, mais j'y suis retourné 2 années de suite. Voilà. Mais également dans le cadre d'un projet humanitaire. Donc, pour moi, c'est toujours important de ne pas faire du tourisme. C'est-à-dire que quand je voyage, c'est en général pour des raisons valables, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours soit pour une recherche sur un livre, pour une raison humanitaire ou pour un projet quelconque. Et là, en l'occurrence, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Arutam, qui est toujours active en France et qui a des contacts dans différents pays d'Amérique du Sud. Jean-Patrick Costa, voilà, qui est ethnobotaniste et qui est vraiment une personne remarquable et qui, depuis une vingtaine d'années, voire plus, aide en fait ces peuplades. Et à travers cette association, je suis parti 2 fois chez les Huichols, effectivement. Et les Huichols, c'est plus dans le centre du Mexique. Donc là, on n'est plus dans la jungle du Sud, on est plutôt dans les montagnes arides. Et les Huichols sont un peuple, c'était en 2008 et 2009, les Huichols sont un peuple assez extraordinaire parce qu'ils sont très, très préservés, voilà, de l'influence, on va dire, de l'acculturation, parce qu'ils vivent justement dans les montagnes. C'est vraiment un peuple des montagnes. Et la première fois que j'y suis allé en 2008, c'était un petit groupe et en fait, il n'y avait même pas de route pour accéder chez eux. C'était vraiment une aventure totale pour aller chez les Huichols. On partait du dernier village, entre guillemets, civilisé. Ensuite, c'était un long parcours à travers la Sierra pour arriver jusque chez eux. Et c'est un peuple qui vit vraiment avec ses propres coutumes, sa propre manière de faire, assez préservée, et qui a une spiritualité absolument époustouflante à travers un cactus sacré qui est le peyote. Donc les Huichols, c'est vraiment les gardiens du peyote. Et à travers ce cactus, ils ont aussi un artisanat et un art qui est reconnu mondialement. Et ça m'a inspiré aussi mon côté artistique, voilà, parce que j'écris évidemment, mais je peins également, et j'aime bien la musique, etc. Et de passer ce temps chez les Huichols, ça m'a vraiment ouvert des espaces assez incroyables, effectivement. Donc tu as été initié à leur spiritualité et à l'utilisation de leurs plantes sacrées. Oui, alors c'était une série de cérémonies. Alors les 2 années de suite, c'était à chaque fois sur une période qui englobait la période de la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte, donc la semaine de Pâques, chez les Huichols, ce sont les plus grandes célébrations de l'année. Donc chaque année, c'est vraiment pour eux
c'est la sortie de l'hiver, hein, comme chez nous. Et là-bas, c'est dans les montagnes, donc c'est un climat qui est extrêmement rude. Et c'est le début de la saison aussi des offrandes, des semailles, etc. Donc il y a tout un aspect traditionnel. Le rapport à la terre est encore très traditionnel. Et pour commencer la saison, ben, il y a des cérémonies, effectivement, avec un aspect très collectif que je n'ai pas retrouvé dans d'autres peuplades. C'est-à-dire que chez les Huichols, c'est vraiment tout le village qui participe aux cérémonies, c'est tout le village qui prend le cactus, même les enfants. Et comme je le dis parfois en rigolant, même les chiens. J'ai vu des chiens errants chez les Huichols manger du peyote, là. Et les femmes enceintes prennent du peyote, et les femmes allaitantes prennent du peyote, ce qui fait que la mescaline passe directement dans le lait. Oui. Okay. Donc on se retrouve dans une espèce d'ambiance, dans des cérémonies où il y a tout le village, donc il y a 200 personnes, 300 personnes, et tout le monde est sous l'effet de la plante. Et je pense que ce genre d'ivresse collective, c'est de plus en plus rare, en fait, même dans les peuplades traditionnelles, même en Amazonie, où ça se fait de plus en plus en petits groupes. Là-bas, il y a encore une notion de collectif, et je pense que le passage chez les Huichols m'a vraiment réconcilié avec l'humanité et avec l'aspect vraiment, l'aspect social, en fait, du travail spirituel aussi. On peut faire ces choses-là ensemble. Ce n'est pas uniquement du travail individuel, comme ça se fait beaucoup en Occident. Aujourd'hui, les plantes psychédéliques sont assez à la mode, hein, on va dire, chez nous, que ce soit pour des raisons récréatives, pour des cérémonies, ou même maintenant de plus en plus dans le milieu médical. Comment, toi, tu l'as vu, que ce soit chez les Huichols ou plus tard chez les Shipibo avec l'ayahuasca? Comment, eux, ils l'utilisent? À quoi servent ces plantes psychédéliques dans leur quotidien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi en train de changer chez eux, bien évidemment, parce qu'il y a une globalisation, il y a un attrait, on va dire. Voilà, il y a des porte-monnaies bien remplis qui viennent des États-Unis aussi. Il n'y a pas que l'Europe, hein. On pense toujours aux Européens qui voyagent, mais il y a aussi les Australiens, il y a aussi les Africains du Sud, il y a aussi les Américains du Nord, il y a aussi les Canadiens. Et toutes ces personnes vont dans les pays d'Amérique du Sud pour consommer les plantes. Et en fait, en ce moment, il y a un enjeu vraiment, pour répondre à ta question, entre le traditionnel et le commercial, qui est très, très perceptible. Et c'est un sujet que j'aborde souvent. Bon, là, je reviens là, par exemple, du Brésil et du Pérou. Et avec tous les chamans qu'on a rencontrés avec mon épouse Angéline, on a parlé de ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Mais à la base, c'est utilisé vraiment pour se purifier. L'ayahuasca, à la base, par exemple, c'est une purge. D'ailleurs, son petit nom en Amazonie, c'est la purga. La purga, c'est-à-dire qu'une fois par an, on prenait de l'ayahuasca pour se nettoyer psychiquement, pour se nettoyer physiquement également, et ça fait vomir. Petit aparté, moi, j'ai jamais vomi en prenant de l'ayahuasca, donc je suis pas un adepte du vomissement, mais traditionnellement, ça se fait comme ça, voilà. Donc c'est comme une purge qui est aussi physique, c'est-à-dire que ce sont des plantes très amères, un peu comme notre absinthe d'ici qui nettoie aussi des parasites à un niveau physique, hein, c'est-à-dire les vers, c'est-à-dire les bactéries, etc. Donc une fois par an ou de temps en temps, on prend des plantes, on se purge, on a des visions, les visions répondent à des questions et on continue sa vie. Ce qu'on a en Occident, c'est peut-être un manque justement de spirituel ou un manque de transcendance, ce qui fait qu'on a une avidité par rapport à ces plantes qu'on perçoit comme étant des choses qui vont nous éclater, nous exploser la psyché, alors qu'au départ, sur place, c'est vraiment quelque chose d'assez convenu. Voilà, on prend de l'ayahuasca, ok, c'est ce soir, on va prendre de l'ayahuasca. Chez les Huichols, quand on prend le peyote, ben, tout le monde sait ce que fait la plante, étant donné que tout le monde participe. Et donc, c'est un mélange vraiment de nettoyage psychophysique et d'accès à des réalités transcendantes, peut-être aussi. Voilà, on peut avoir des visions, on peut recevoir des réponses aux questions qu'on se pose. Chez les Huichols, il y a le travail artistique aussi, qui est très inspiré par le peyote. Même chose en Amazonie, l'ayahuasca, on le reconnaît en fait dans l'art. L'art amazonien, c'est un art, les couleurs, la vibration de l'art est vraiment influencée par les plantes. Ça vient des visions données par les plantes. Exactement, et c'est intéressant parce que chez les Huichols, par exemple, c'est vraiment une peuplade qui vit dans des montagnes arides où il y a très peu de couleurs, c'est-à-dire c'est assez monochrome, hein, tout est un petit peu rosâtre comme ça, voilà, c'est de la montagne un petit peu aride, sans trop de plantes, sans trop d'animaux. Et en fait, leur art est complètement psychédélique et multicolore, et ça vient vraiment des visions de la mescaline. Hein. C'est vraiment à 100% empéyoté, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire que c'est un art qui vient de la plante.
Alors j'imagine c'est aussi voilà le chaman c'est une position au sein de la société. Il y en a tout le monde voilà n'occupe pas cette fonction. Ici en Europe des fois on a l'impression que tout le monde rêve un petit peu d'être chaman. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a eu une mode pendant ces 10 dernières années, c'est-à-dire une sorte d'explosion aussi, avec un mélange de sincérité, de naïveté, d'opportunisme. Donc il y a toutes sortes d'intentions également. Mais je pense que à long terme, c'est toujours à long terme qu'on voit en fait qui sont les vrais et qui sont les prétendants. Parce que c'est un travail qui est ardu. Au départ, les chamans, leur travail, c'est de nettoyer les autres et c'est de maintenir l'équilibre aussi entre les réalités. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup, je dirais, une forme de ténacité, du courage également. C'est un travail ardu. La plupart des chamans traditionnels que j'ai rencontrés, notamment en Amazonie, c'est une boutade, hein, mais ils sont épuisés. C'est-à-dire que c'est un travail épuisant parce qu'ils travaillent la nuit. La journée, en général, ils ont d'autres activités. Voilà. Donc, on n'est pas seulement chaman, on peut être guérisseur et la journée être agriculteur ou d'autres choses. Et en fait, ça signifie également être sans cesse en contact avec les choses à nettoyer, c'est-à-dire avec ce qu'on peut appeler l'obscurité. Et il faut aimer faire ces choses-là. Le chamanisme, en fait, occidental, ces dernières années, il s'est beaucoup inspiré de New Age, il s'est beaucoup inspiré aussi de coaching et de thérapie à l'occidental, ce qui fait qu'il y a un côté très développement personnel, en fait, et peut-être une emphase, enfin, on focalise beaucoup sur l'aspect lumineux, l'aspect un peu flashy, sur les costumes, voilà, moi j'appelle ça le show business chamanique, mais l'aspect vraiment profond, c'est-à-dire ce que vont vraiment chercher tout au fond de nos cœurs, de nos âmes, les chamans traditionnels, ça, il y a assez peu de personnes qui l'abordent. Et c'est aussi pour ça que j'écris des livres. C'est parce que dans notre culture, c'est difficile de parler de ces choses-là à un auditoire. C'est mieux de les mettre dans des livres. C'est pour ça que la question du côté obscur, la question vraiment de ce que font les chamans dans leur travail de nettoyage, j'écris pour informer, en fait. Et l'impression que j'ai depuis peut-être quelques années, donc assez récemment, c'est que maintenant, on en arrive à un point où on va enfin pouvoir parler de ces choses-là. Peut-être qu'il y a une maturation aussi qui est en train d'arriver et moi, je vois ça très positivement. Mais effectivement, pendant assez longtemps, il y a eu une confusion entre développement personnel, New Age, coaching, thérapie et chamanisme, en oubliant que le chamanisme, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement profond et abyssal. Et ces profondeurs, il faut, comment dire, les aimer pour y plonger. Alors toi, pour découvrir ces spiritualités, tu es parti en Inde, en Amérique du Sud. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi retrouver ça chez nous, en Europe, ou est-ce qu'il faut forcément partir dans des lieux exotiques pour trouver ces spiritualités? Alors, je pense qu'on peut retrouver ça chez nous. Je pense qu'on a accès à ça. Je pense que c'est inscrit dans notre ADN. Je pense que nos ancêtres aussi avaient des chamans dans leur structure sociale. Je prends toujours l'exemple des grottes ornées, voilà, dans le sud-ouest de la France ou au nord de l'Espagne. Cette région, en fait, du monde est connue pour la richesse de son art pariétal. Et l'art pariétal, il y a plein de théories de plus en plus, je dirais, validées qui en fait, voilà, disent que ce serait de l'art chamanique. C'est-à-dire que les plus anciennes traces de chamanisme au monde, c'est aussi dans nos pays. C'est pas que dans les autres pays. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous, en Europe, nous avons vécu l'arrivée. Il y a eu le Saint-Empire romain, il y a eu le christianisme. Enfin, il y a eu plein de rouleaux compresseurs en fait culturels qui ont petit à petit déraciné nos racines chamaniques. Et si on va les chercher à l'étranger, c'est parce que là-bas, elles sont plus intactes, tout simplement. Mais ici, on a accès aussi à des techniques plus modernes, qui sont tout à fait valables, comme le tambour. Moi, j'enseigne depuis 20 ans dans le cadre de stages et je considère que c'est du chamanisme authentique. Et aux personnes qui souhaitent vraiment, comment dire, accéder aux profondeurs, alors oui, je conseille au moins une fois dans sa vie d'aller faire un petit tour peut-être dans les Andes ou en Afrique ou quelque part où il y a encore des traditions. Simplement pour avoir la saveur, en fait,
pour ressentir le goût de ce que c'est que le traditionnel. Mais l'émergence en fait de ces pratiques dans nos pays, elle est totalement pour moi valable et valide et je trouve ça très beau. Et pendant effectivement des siècles et des siècles, à travers le rouleau compresseur justement d'une certaine philosophie, d'une certaine religion, nous avons été coupés du monde d'en bas, c'est-à-dire que nous avons aussi été coupés de nos racines. Et ce qu'on appelle l'enfer et le paradis dans la tradition chrétienne, on peut le faire correspondre à ces différents mondes. C'est-à-dire que l'enfer, c'est lorsqu'on est bloqué dans le monde du milieu. Et dans le monde du milieu, il y a des espaces dans lesquels il y a de la dualité, il y a des impuretés, il y a de la violence, etc. Donc il y a 5 renforceurs à dopamine dans notre cerveau reptilien, voilà, vraiment dans les parties les plus primaires de notre cerveau.